je crois qu'aujourd'hui, la masculinité positive, comme faisant partie des approches transformatrices, c'est vraiment une approche innovatrice, une approche qui a démontré son efficacité dans plusieurs programmes où on place l'homme en tant que cible principale, on place l'homme comme étant un allié stratégique dans la transformation des normes sexo-spécifiques rigides, toxiques, inégalitaires au niveau de notre société. Donc la masculinité positive, comme on l'a défini, c'est l'ensemble des attitudes et des comportements des hommes, bien entendu aussi du garçon, mais lesquels comportements et attitudes soient dépourvus de toutes les formes de violence, des inégalités, des discriminations, des stéréotypes sexistes, de tous les problèmes qui peuvent prendre sens à travers les attitudes et les comportements des hommes. Donc la masculinité positive, c'est vraiment une masculinité favorable à l'égalité des sexes. On peut citer comme valeur l'égalité. Les hommes qui prônent sur l'égalité homme-femme, on les appelle aussi des ambassadeurs de la masculinité positive. Nous avons des valeurs comme l'empathie, les valeurs comme le dialogue, les valeurs comme l'écoute active, les valeurs comme la protection des êtres humains, mais aussi les valeurs comme l'inclusion, c'est-à-dire prendre tout le monde, toutes les personnes comme des êtres humains. Donc donner la place à toute personne sans discrimination aucune. La masculinité positive définit un certain nombre de rôles dans les chefs des hommes et des garçons. Je peux citer le premier rôle, donc l'implication des hommes et des garçons dans les tâches ménagères, dans les travaux ménagers. Donc aujourd'hui, pour appeler un homme un vrai Joe, c'est-à-dire un homme qui fait la promotion de la masculinité positive, c'est aussi cet homme-là qui s'implique aux tâches ménagères. Parce que les tâches ménagères ne sont pas exclusivement réservées aux femmes. Un homme, un garçon, comme ils font partie du système familial, ce sont des éléments du système de la famille. Alors, puiser de l'eau, je pense que tout le monde peut le faire. La femme peut le faire, l'homme peut le faire. Rendre, disons, la maison propre et faire la cuisine. Je pense que ce sont des tâches qui sont dévolues aux hommes, aux femmes, aux filles et aux garçons. Nous tous, nous devons, disons, réaliser cela. Deuxième rôle, nous avons le rôle dans la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction. Vous savez que notre pays a participé à une grande conférence au niveau du cœur, on dit conférence internationale des populations en développement. Au cours de cette conférence-là, on a défini un certain nombre de composantes liées à la santé sexuelle et de la reproduction. Et parmi ces composantes-là, il y a la cinquième composante qui parle de question de donner la bonne information à l'homme, pour que ces derniers puissent s'impliquer aux questions liées à la santé sexuelle et de la reproduction, mais aussi à promouvoir ce qu'on appelle les statuts de la femme, dans le respect des droits sexuels rattachés à la femme. Vous devez savoir qu'en matière de la sexualité, beaucoup d'hommes croient que le corps de la femme leur appartient. Et pourtant, la santé sexuelle et de la reproduction reconnaît un certain nombre de droits à la femme, notamment le droit, par exemple, à l'autonomie corporelle. La femme, c'est son corps. Elle peut décider de son corps de n'importe quelle manière. Et dans la relation entre hommes et femmes, pour les hommes là qui sont bien informés sur les questions de la santé sexuelle et de la reproduction, ce sont les hommes qui respectent les droits des femmes. C'est-à-dire, on ne peut pas violenter la femme pour avoir des rapports sexuels. On ne peut pas prendre de force la femme. Il y a des mécanismes en termes de droits qui incitent les hommes à devoir avoir ce qu'on appelle les consentements, donc l'aval de la femme pour des questions liées à la sexualité. Et quand on parle des questions de la santé sexuelle et reproductive, ça fait partie de la santé et le bien-être pour tous. Mais dans notre culture, vous devez savoir que la question de la santé, l'homme ne s'implique pas trop. Pourquoi? Parce que bon, l'homme est pourvoyeur de solutions. Même là, dans un couple, très souvent on remarque que si la femme est malade, l'homme s'arrête simplement à donner l'argent, mais ne fait pas l'accompagnement, ne fait pas le suivi.
On peut voir aussi dans les processus de consultation prénatale, la majorité d'hommes ne valorisent pas l'accompagnement des femmes au niveau des consultations prénatales, consultations post-natales. Et pourtant, ce sont des tâches qui sont aussi dévolues aux hommes. Et voilà, dans la masculinité positive, nous accompagnons les hommes à prendre conscience par rapport à ces rôles-là. Il y a le troisième rôle, c'est le rôle de la gestion des émotions. Vous voyez que dans notre société, on donne un certain nombre, disons, des informations liées aux émotions. Quand on parle des émotions, nous voyons les typologies des émotions. On voit la colère, la joie, la tristesse, les dégoûts. Mais dans le chef des hommes, on leur a appris à manifester beaucoup plus la colère. Oubliant que les émotions font partie intégrante de notre corps. Donc ce sont des aspects biorégulateurs qui aident les hommes, les femmes, les filles et les garçons à survivre. Mais dans les études, on découvre que les hommes et les garçons, dans la majorité des cas, se situent dans un stade qu'on appelle analphabétisme émotionnel. Donc nous maintenant, lorsqu'on vient dans le cadre de la masculinité positive, on accompagne les hommes pour qu'ils développent ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, les compétences émotionnelles, c'est-à-dire comment gérer les émotions, comment définir des stratégies d'adaptation positive pour vivre avec les autres. Et la masculinité positive vraiment incite les hommes à développer des réflexions critiques pour identifier leurs propres émotions, identifier les conséquences qui peuvent advenir lorsqu'une émotion est mal canalisée. Le quatrième rôle, nous invitons les hommes à développer ce qu'on appelle l'empowerment féminin, c'est-à-dire comment renforcer le pouvoir des femmes, comment encourager les femmes à développer leur estime de soi. C'est-à-dire les femmes, depuis des nuits de temps, on commence à constater que les femmes étaient mises à côté par rapport à certains aspects, par exemple les aspects du leadership. Aujourd'hui, nous martelons beaucoup plus sur le leadership féminin. Donc, on accompagne les hommes pour qu'ils puissent encourager les femmes, les filles, à développer leur pouvoir émotionnel, leur pouvoir dans le sens du leadership féminin et valoriser leur estime de soi afin que les femmes arrivent à se rendre compte qu'elles ont des compétences intrinsèques. Et lorsqu'une femme arrive à découvrir ses compétences, elle sera à même de libérer son potentiel. Et beaucoup de femmes aujourd'hui commencent à les découvrir et ils commencent à rayonner dans beaucoup de domaines de la vie sociale. Et voilà pourquoi dans les interactions entre les hommes et les femmes, nous invitons les hommes à encourager les potentialités des femmes. Une femme qui évolue bien, on doit l'encourager, on doit l'accompagner, soutenir, servir même de ce mode-là pour les très jeunes adolescentes. Et il y a le quatrième rôle dévolu aux hommes, c'est encourager les femmes à faire partie de ce qu'on appelle des instances de prise de décision. La participation effective des femmes dans les instances de prise de décision. Aussi longtemps que les femmes ne vont pas se retrouver dans les instances de prise de décision, il y aura difficile pour que nous ayons l'égalité de sexe. Il y aura difficile pour que la majorité des lois puissent être transformées dans le sens d'amener chaque domaine, chaque secteur à promouvoir l'égalité des sexes. Donc, c'est une question très pertinente, puissante même, qui rentre aussi dans la dynamique du travail que nous faisons dans la promotion de la masculinité positive. Je vous avais dit tantôt que la socialisation, c'est les processus par lesquels l'homme, la femme arrive à définir ce qu'on appelle l'identité professionnelle, l'identité humaine. Donc nous construisons notre identité d'être homme ou d'être femme à travers les processus de socialisation. Or, chers amis, vous devez savoir que lorsqu'on parle des processus de socialisation, c'est-à-dire il y a les agents sociaux, il y a des personnes ou les institutions qui arrivent à définir les attitudes et les comportements des êtres humains. C'est-à-dire au niveau de chaque tribu, au niveau de chaque province, on arrive à définir l'homme tout comme la femme, de la manière de cette province-là. La religion, d'une manière générale, donne le pouvoir à l'homme. Dans beaucoup de confessions religieuses, nous voyons comment est-ce qu'on donne beaucoup plus de pouvoir à l'homme.
Et la femme, beaucoup plus, les concepts qui arrivent, c'est la soumission. La soumission est mal perçue, mais on ne définit pas les limites, on ne définit pas les contenus de la soumission. Tout comme chez l'homme, quand on lui donne le pouvoir, on ne renforce pas la dynamique, par exemple, de l'amour qu'on demande à l'homme. Et pourtant, l'amour couvre beaucoup de bonnes choses que nous prenons dans la question de la masculinité positive. La femme, oui, la femme doit être soumise à son mari. Mais de quelle soumission s'agit-elle? Est-ce que lorsque la femme est violentée par son mari, donc cette femme-là doit être soumise? Donc il y a en tout cas les perceptions que nous devons vraiment, sur lesquelles nous devons travailler. Je donne par exemple un petit exemple pour mieux illustrer ce que je suis en train de dire. Je pense que nous tous, nous savons ce qu'on appelle les couteaux. Les couteaux, c'est un instrument de la cuisine, c'est un instrument qu'on peut utiliser dans d'autres secteurs. Les couteaux servent, par exemple, à couper la viande. On l'utilise dans beaucoup d'aspects pour permettre en sorte que la cuisson puisse mieux être réalisée. Mais imaginez-vous les couteaux entre les mains d'un assassin. Comment on va percevoir ces couteaux-là? C'est la même chose lorsque nous parlons du pouvoir que la religion et les coutumes donnent aux hommes. C'est-à-dire chaque homme, de la manière dont il a été élevé, peut avoir un sens qu'il peut accorder au concept de pouvoir. Le pouvoir a plusieurs sens. Le pouvoir en soi est neutre. Les patriarcats, on peut aussi transformer les patriarcats. C'est question de prendre conscience que lorsqu'on dit l'homme a le pouvoir, ce pouvoir-là n'est pas pour imposer. Le pouvoir-là n'est pas pour violenter. Le pouvoir-là n'est pas pour les violations des droits humains. Mais c'est un pouvoir qui doit être utilisé de manière partagée. C'est un pouvoir qui protège, c'est un pouvoir qui fait la promotion de l'égalité des sexes, la promotion des droits humains. C'est-à-dire un pouvoir qui reconnaît les droits des autres, qui reconnaît les limites, qui reconnaît les faiblesses de nous les hommes. Nous les hommes, nous nous croyons puissants, mais en d'autres termes, nous ne sommes pas puissants. On est vulnérables. Beaucoup d'hommes souffrent par rapport aux normes, aux attentes sociétales. Les normes sociales rigides, discriminatoires, inégalitaires arrivent à maintenir l'homme dans ce qu'on appelle la boîte masculine toxique, à tel point que beaucoup d'hommes développent ce qu'on appelle les dividendes patriarcales. Les dividendes patriarcales, c'est l'ensemble des avantages que les hommes cherchent à tirer dans les rapports de subordination entre hommes et femmes. Beaucoup d'hommes cherchent toujours à persister dans cette domination pour effectivement contrôler les autres, pour effectivement chercher à avoir plus que les autres. Voilà pourquoi il faut dominer. Voilà pourquoi il faut imposer. Voilà pourquoi il faut utiliser son pouvoir de manière négative. Or, la masculinité positive voudrait amener les hommes à prendre conscience, amener les hommes à développer une masculinité positive, amener les hommes à donner un autre sens dans la masculinité. La masculinité en soi n'est pas un problème, mais la masculinité devient un problème lorsque l'homme arrive à l'utiliser de manière négative. Et la masculinité positive vient engager les hommes, les pousser à développer des réflexions critiques qu'ils peuvent être des acteurs de protection. Ils peuvent être des acteurs naturels de protection. L'homme est un protecteur. Et dans beaucoup de sociétés, on dit l'homme, c'est lui qui protège. Mais la personne qui protège, comment il peut violenter? La personne qui protège, comment il peut être toxique? Voilà pourquoi la masculinité positive voulait inviter les hommes, amener les hommes à développer des réflexions critiques, à questionner leurs attitudes et comportements. Comment est-ce que moi, homme, je peux contribuer à créer un environnement exempt de violence, à créer un environnement où il y a la paix? Un homme est aussi appelé à être soumis vis-à-vis de sa femme. Et on a dit simplement des concepts différents. Mais moi, je pense que lorsqu'on demande à l'homme, dans les domaines de la religion, à manifester ce qu'on appelle l'amour vis-à-vis de sa femme, mais il y a aussi l'aspect de la soumission.
hein, lorsque sa femme lui demande, cher mari, mon frère, est-ce que tu peux m'amener les seaux d'eau? Est-ce que tu peux m'amener la cuillère? Est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Cette soumission-là ne puisse pas être perçue auprès de l'homme comme étant de la domination. Non, ça doit être perçu comme de l'amour. Et au sein des femmes, et aussi les femmes doivent comprendre que la soumission, ce n'est pas se laisser violenter. Voilà pourquoi les masculinités positives ne sont pas égales aux masculinités complices. C'est-à-dire, vous connaissez qu'il existe des violences, vous vous taisez. Non. La masculinité positive amène les hommes et les garçons à être des acteurs du premier rang et de la première ligne dans la dénonciation des cas de violence, y compris violence basée sur le genre. Et ça, c'est vraiment notre lutte. Nous voulons que les hommes puissent avoir une bonne perception du patriarcat pour que nous puissions éviter ce qu'on appelle les masculinités hégémoniques, les masculinités toxiques, donc les masculinités qui s'accompagnent du poison. Parce que les attitudes et les comportements des êtres humains peuvent aussi être considérés comme étant du poison. Un homme qui bat sa femme, mais c'est du poison, vous empoisonnez votre femme. Vous n'empoisonnez pas seulement votre femme, mais vous vous empoisonnez vous-même. Un homme qui tape souvent les enfants, mais c'est du poison. Parce que l'enfant peut mourir. Lorsque l'enfant meurt, c'est-à-dire il tombe aussi dans les violations des droits humains. Il peut se retrouver en prison. Un homme qui tabasse les autres hommes, c'est de la masculinité toxique. Pourquoi nous lançons un appel vibrant à tous les hommes d'adopter une masculinité positive, une masculinité rédemptrice, une masculinité à la lumière de l'égalité des sexes, une masculinité à la lumière divine, une masculinité à la lumière de la protection sociale, parce que nous voulons le développement durable. Et le développement durable ne pourrait passer si et seulement si nous continuons à mettre les femmes de côté, si et seulement si nous continuons à violenter les femmes, si et seulement si nous continuons à faire en sorte que les femmes ne puissent pas participer aux instances de prise de décision. Donc les hommes doivent catalyser un environnement propice, les hommes doivent être à l'avant-plan, à la première ligne, pour porter les droits des femmes, pour porter les droits humains. Et pas, quand on parle des droits de l'homme, on voit les droits des femmes. Quand on parle des droits des femmes, nous voyons les droits des êtres humains. Donc nous pensons qu'avec la célébration de la journée nationale de la masculinité positive, eh bien, cette prise de conscience sur les questions de la promotion de l'égalité homme-femme va commencer à prendre, disons, de l'ampleur petit à petit. Nous savons toutes et tous que l'approche masculinité positive n'est pas du bâton magique. L'approche masculinité positive est appelée à être domestiquée, à être intégrée. Nous cherchons vraiment en sorte que nous puissions implémenter cette approche dans le cerveau de nous hommes. Il faudrait que le système de pensée des hommes puisse vraiment intégrer la question de la masculinité positive pour une société égalitaire, pour une vie aisée, une vie où il y a la paix, une vie où les hommes et les femmes regardent dans la même direction, une vie où les filles et les garçons travaillent ensemble sans pourtant regarder leur sexe. Donc, parce que c'est seulement le sexe qui nous différencie, les hommes et les femmes, les filles et les garçons. Mais dans la société, nous devons travailler en collaboration, en partenariat, dans une complicité, dans une complémentarité effective, les hommes, les femmes, les filles et les garçons. Et c'est ça même la lutte qu'a porté le chef de l'État. Donc, si le champion de la masculinité positive se trouve en République démocratique du Congo, eh bien, nous devons avoir plusieurs champions dans nos communautés, dans tous les secteurs, puisque la masculinité positive, c'est une approche transversale qui doit être intégrée dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie, là où se trouve l'homme. La femme, elle est aussi concernée, la fille, elle est concernée. Et lorsque nous prenons les féminités positives, lorsque nous prenons les masculinités positives, en les mettant ensemble, c'est déjà la dynamique du développement durable. Donc petit à petit, nous devons évoluer. Voilà pourquoi je lance encore mon slogan, les hommes de qualité n'ont pas peur de l'égalité homme-femme. Les hommes de qualité n'ont pas peur de l'égalité homme-femme. Les garçons de qualité n'ont pas peur de l'égalité filles-garçons. Les filles de qualité n'ont pas peur de l'égalité filles-garçons.
Et les femmes de qualité, effectivement, n'ont pas aussi peur de l'égalité homme-femme. Je dis